Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va porter sur les réponses éducatives à la Covid-19 et donc des initiatives éducatives qui ont été mises en œuvre dans ce contexte de crise et d'épidémie. Donc ce webinaire va s'articuler autour d'une présentation des premiers travaux d'analyse qui ont été menés par la Coalition Éducation au sujet de ces initiatives, qui sont vraiment portées sur l'inclusion dans les pays du Sud. Moi, je m'appelle Charlie Dupio, je suis journaliste à RFI et donc c'est moi qui vais animer ce webinaire, voilà, qu'on a voulu un petit peu interactif et dynamique. On aura un temps de 30 minutes pour vos questions un peu plus tard à la fin de ce webinaire. Et donc, ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne, voilà, si jamais vous voulez le partager ou le revoir. Donc, je rappelle que ce webinaire est organisé par le Partenariat mondial pour l'éducation et par la Coalition Éducation. Alors, quelques mots au sujet de cette coalition. Ce sont 22 organisations de la société civile française, donc des syndicats, des associations de solidarité internationale, des ONG qui défendent le droit à l'éducation. Et donc, c'est une coalition qui est engagée pour le droit à une éducation inclusive de qualité. Alors, juste quelques mots pour vous présenter un petit peu la structure de ce que vous allez entendre et voir aujourd'hui. Alors, d'abord, on aura une présentation des résultats de l'étude qui a été lancée donc, par la Coalition Éducation avec le soutien de l'UNICEF. Et puis, on aura une table ronde sur ces sujets-là, une table ronde qui durera 30 minutes avec 5 intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, un petit peu de suspense sur ces intervenants. Et donc, à la fin de ce webinaire, on aura un temps d'échange avec vous, je vous le disais, de 30 minutes également. Et en fait, d'ici là, et dès maintenant, à partir de la présentation des résultats ou pendant la table ronde, vous pouvez poser des questions. Alors, par écrit, vous voyez sûrement en bas de votre écran, il y a un petit onglet qui s'appelle Q et R, questions-réponses, et vous pouvez poser vos questions par écrit. Voilà, on espère qu'on pourra répondre à toutes les questions. Donc, vous pouvez soit adresser des questions à des intervenants précis, soit poser des questions plus générales, et on verra qui, parmi les intervenants de la table ronde, auront envie d'y répondre. Voilà, alors normalement, vos micros sont désactivés d'office et voilà, c'est pour vous prévenir. Et les intervenants, quand vous prendrez la parole, bien sûr, pensez à activer votre micro, ça peut être utile. Je laisse tout de suite la parole à Sonia Vinolas, qui est donc coordinatrice Europe, Aide et Action, chef de file de la coalition Éducation, qui va faire un petit mot d'accueil. Oui, merci Charlie. Alors, tout d'abord, même si le format n'est pas le format idéal et le plus convivial, c'est quand même appréciable de pouvoir le faire. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue sur notre webinaire. J'espère que nos échanges vont être fructueux. Je voulais dans un premier temps remercier tous les invités qui sont là, vraiment, d'avoir répondu à l'appel pour parler de ce sujet qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup et qui est quand même de grande importance. Et puis remercier aussi le MEAE et le Partenariat mondial de l'éducation aussi avec qui nous avons pu mener cette étude et qui nous ont soutenus et appuyés pour ce travail-là. L'enjeu de cette journée pour nous aussi, c'est vraiment de voir comment, dans des contextes de crise comme celui que nous connaissons encore et que nous avons connu et qui ont un impact assez fort quand même sur l'éducation, comment société civile et pouvoir public, nous pouvons travailler ensemble, s'articuler et puis travailler vraiment à garantir cet accès à la scolarité et cette qualité d'éducation. Il y a certainement des leçons à tirer et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment aussi pour commencer à discuter de ces aspects-là. À la coalition, il nous semble plus que jamais important de travailler à ce que l'État puisse garantir ce droit à l'école, à la scolarité, à la scolarisation. C'est très important et aujourd'hui, il faut que la société civile se mette aussi en ordre de marche derrière l'État pour pouvoir le pousser à garantir ce droit-là. Il nous semble qu'il y a un chantier qui est important, qui est vaste. On voit déjà qu'il y a des conséquences de l'épidémie sur l'éducation. Elles sont très fortes. On ne les mesure même pas toutes encore. Donc aujourd'hui, on en est vraiment, on commence à saisir
les premières conséquences. Donc, c'est un grand chantier qui s'ouvre aussi bien au nord qu'au sud, si on peut dire. Et il est important qu'on ait des espaces de réflexion comme celui qu'on peut avoir aujourd'hui pour commencer à discuter des articulations, du rôle de la société civile, du rôle de l'État sur ces chantiers-là et comment travailler ensemble au service de l'éducation, au service de la scolarisation, pour éviter le décrochage qui est un des grands enjeux aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que les échanges que nous aurons aujourd'hui nous permettront d'avancer un petit peu et puis d'avoir des pistes pour travailler mieux ensemble plus tard et continuer à s'activer et à agir sur ces sujets-là. Donc, je vous remercie vraiment d'être là. Et puis, je vais laisser Léa et Clémentine nous faire un point sur voilà, les résultats de l'étude, ce qui, je pense, va alimenter le débat et va nous aider à nous donner quelques pistes de travail communes. Merci. Alors effectivement, on va vous proposer donc une présentation des résultats de cette étude menée par la Coalition Éducation, étude qui a été menée avec l'appui technique d'UNICEF France, avec le soutien de l'Agence française de développement et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors un petit mot sur cette étude pour la présenter avant effectivement que Léa et Clémentine en disent beaucoup plus. Les objectifs de cette étude, c'était donc d'analyser les initiatives en réponse à la Covid-19 pour éviter une rupture éducative avec des populations les plus vulnérables. Et il s'agit aussi avec cette étude de tirer les leçons de cette crise que nous avons traversée pour en sortir des bonnes pratiques, des recommandations aussi pour le futur de ces systèmes éducatifs. En termes de calendrier, alors ce projet a été lancé en septembre 2020. Donc les initiatives ont été collectées de septembre à décembre 2020 dernier. On a eu une analyse des données en janvier, puis le rapport a pu être écrit. Donc on va en présenter les principales conclusions et ce rapport devrait sortir en avril prochain. Voilà, alors vous voyez aussi ici les noms des membres du comité d'analyse et de rédaction qui a participé à l'élaboration de cette étude-là. Et puis, vous voyez aussi là l'origine géographique des données, puisque cette étude a porté sur 37 initiatives différentes, menées dans 37 pays, alors beaucoup sur le continent africain, mais aussi en Asie du Sud, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Voilà, donc un panel nombreux de pays et d'initiatives. Voilà, alors je laisse donc la parole à Léa Rambaud, chef de projet à Coalition Éducation, et à Clémentine Etienne, qui est elle chargée de projet au sein de cette même coalition, et elles vont donc nous présenter les résultats principaux de cette étude-là. Merci beaucoup Charlie, merci Sonia pour ces mots d'introduction très forts et merci également à tous les partenaires invités et participants à cette réunion. Donc, on va concentrer notre présentation sur les enseignements ressortis du travail d'analyse et de consultation mené par la Coalition Éducation et qui permettrait de mettre en œuvre des interventions inclusives et équitables en matière d'éducation dans les contextes de crise et de vulnérabilité. Alors, le premier point de cette analyse, c'est la prise en compte des vulnérabilités qui passe donc notamment par une identification des fragilités et des risques et une évaluation continue des besoins et notamment une identification des besoins spécifiques des apprenants et des apprenantes via la collecte de données en termes d'accès aux cours à distance, de santé, de protection de l'enfance. La collecte de données, elle peut se faire via les partenariats avec les autorités locales, les acteurs de protection sociale, des systèmes de veille communautaire, des sondages, des évaluations, des rapports, mais également le recrutement et la formation des personnels en matière de collecte. Ensuite, on a la cartographie des besoins spécifiques des apprenants et des apprenantes, qui va permettre de définir le type d'apprentissage requis en évaluant et en prenant en compte les besoins identifiés. Elle peut se faire via un travail avec les autorités locales pour référencer et contre-référencer les besoins spécifiques, mais également pour développer la planification urbaine ou un travail avec les directeurs d'école pour identifier les causes de déscolarisation et prendre en compte le traumatisme des bénéficiaires en les intégrant notamment dans la réponse aux besoins, mais également pour permettre de mesurer les acquis fondamentaux.
Enfin, elle passe par l'identification des besoins des enseignants et des enseignantes et des personnels éducatifs afin d'assurer l'adéquation des capacités des formateurs et des formatrices avec les besoins des élèves. Donc, à travers la mise en place d'évaluations qui peuvent être participatives, des capacités et des besoins des établissements et des personnels éducatifs, notamment sur le développement des classes virtuelles ou sur des pédagogies adaptées aux besoins des élèves, y compris en matière de formation des formateurs sur les stratégies d'apprentissage, mais également en matière d'équipement matériel. Je laisse la parole à ma collègue Clémentine qui va présenter la deuxième slide. Merci beaucoup, Léa. Donc, sur le deuxième point, c'est la mise en œuvre d'une approche pédagogique hybride et adaptée, avec comment adapter les apprentissages au contexte. Ça peut se traduire d'abord par une approche multidimensionnelle, donc individuelle, collective et systémique. Individuelle qui passe par le soutien à l'apprentissage, donc y compris socio-émotionnel, soutien financier, collective à travers des formations, de la sensibilisation et surtout systémique avec la place de l'éducation dans les politiques sectorielles, de la sécurité des écoles et le partenariat avec les autorités éducatives. En deuxième point, c'est également l'évaluation et la prise en compte du contexte local et des bouleversements socio-économiques. C'est donc l'évaluation du contexte avant et en période de crise avec l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des violences basées sur le genre, par exemple, mais également des besoins dans les pays, donc la prise en compte d'un contexte multicrise que l'on peut rencontrer, et également cette prise en compte de la perception des communautés et des normes socioculturelles. Ensuite, c'est l'adaptation des apprentissages au contexte socio-culturel et économique, donc adaptation des pédagogies en fonction de la disponibilité, de la technicité et des besoins spécifiques, avoir vraiment une approche participative et une gestion décentralisée de l'éducation. Ensuite, il y a le continuum urgence, réhabilitation et développement, avec une première réponse dite urgence, qui est une réponse aux vulnérabilités les plus accrues. Ensuite, une réponse à court, moyen terme et post-urgence, qui se traduit par la continuité de l'apprentissage, l'adaptation et la priorisation des curricula, surtout la résilience et les capacités communautaires, et un soutien aux établissements scolaires et aux enseignants. Donc, la mise en œuvre d'une approche pédagogique hybride et adaptée, ça passe également par la diversification des contenus et des outils d'apprentissage à distance et assurer leur complémentarité et leur adaptation aux besoins des populations. Donc, dans un premier temps, il y a la prise en compte des divers profils d'apprentissage pour s'adapter aux capacités de l'élève, y compris à travers des contenus auditifs, visuels, kinesthésiques, des dispositifs spécifiques pour les enfants en situation de handicap, des contenus interactifs, des cours d'alphabétisation, mais également à travers l'implication des élèves dans le contenu des apprentissages. Ensuite, il y a la mise à disposition d'outils d'apprentissage inclusifs et le développement des compétences technopédagogiques avec d'équipes pour les parents et les élèves, y compris en appui aux classes virtuelles et bien entendu, quand la technicité le permet, une diffusion via les médias à travers la télévision, la radio. On a pu voir la mise à disposition de radios solaires, la diffusion sur les radios communautaires locales, mais également des méthodes d'apprentissage hors ligne comme des podcasts et dans les communautés qui sont dotées d'accès à la haute technicité, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme les réseaux sociaux ou l'organisation de classes virtuelles et la mise à disposition, bien entendu, de tablettes et de plateformes pédagogiques numériques. Ensuite, vient la formation et le soutien psychosocial des enseignants et des enseignantes à travers la prise en considération des problèmes rencontrés par les personnels éducatifs, qui peut être mise en place via des cercles de soutien entre pairs, la formation à l'enseignement à distance et aux technologies de l'information et de la communication, afin de permettre l'adaptation des professeurs au contexte, mais également de les soutenir dans la gestion des besoins extrascolaires. Ensuite, sur le troisième point de cette deuxième partie, nous sommes sur l'assurance d'un suivi personnalisé, avec un premier point sur la prise en compte de la perception des communautés
et des enjeux locaux à travers la co-construction. Bien sûr, une approche participative dont on a déjà parlé, une prise en compte des recommandations du gouvernement et l'implication des personnels au plus près des communautés, comme les équipes projets et les membres de la communauté. Ensuite, un deuxième point sur la démarche de suivi de proximité avec une approche aller vers, permettant d'accompagner et de porter une attention plus particulière aux populations les plus vulnérables. Donc, ça passe par un soutien à l'apprentissage psychosocial, émotionnel, au bien-être et à la protection sociale individuelle qui peut passer par des appels téléphoniques et un soutien plus régulier. Au niveau collectif, ce sont souvent des groupes de soutien afin de répondre à des besoins spécifiques et immédiats et également à travers une veille communautaire, souvent pour éviter une déscolarisation. En troisième point, c'est encourager l'accompagnement par les parents en portant une attention au rôle des éducateurs et celui des familles. C'est donc un soutien complémentaire au niveau formel, donc très scolaire, avoir un contact privilégié, des formations sur les styles d'apprentissage afin de renforcer l'accompagnement parental et leur implication dans l'éducation des enfants, avec toutefois avoir un focus sur le fait que les familles ne peuvent pas se substituer aux enseignants. La question est beaucoup ressortie de quid des compétences et des capacités. Et enfin, un point au soutien aux établissements scolaires et au personnel éducatif pour permettre d'assurer un suivi individualisé qui passe par un appui technique, matériel et logistique. Alors ensuite, on a la mise en place d'une approche holistique qui vise à adopter une démarche intersectorielle basée sur l'accès aux droits humains via une approche intégrée et multisectorielle à travers des interventions qui incluent l'aide alimentaire, le suivi nutritionnel, l'accès aux soins de santé, la formation et la sensibilisation aux pratiques sanitaires, à la protection de l'enfance et notamment aux violences basées sur le genre, à l'exploitation sexuelle, mais également au risque de travail des enfants et des mariages précoces des filles, la sensibilisation sur la rescolarisation et le besoin de poursuivre les enseignements. Ensuite, on a la mise en place d'apprentissages socio-affectifs en complément de la continuité pédagogique, notamment pour la gestion du stress, le renforcement des compétences de vie et de l'apprentissage émotionnel via la sensibilisation sur les risques et les besoins des enfants afin d'assurer un environnement scolaire sain et protecteur, l'amélioration des compétences psychosociales et psychomotrices via des activités récréatives, mais également via la formation à la citoyenneté et à la défense des droits humains. Ça peut passer à travers la constitution de réseaux pour faire interagir les parties prenantes qui sont souvent éloignées, mais également la mise en place d'emplois du temps extrascolaires pour les enfants. Et enfin, la protection des données personnelles et la sécurité des bénéficiaires et des enfants afin d'assurer le respect des données compris sur les bases de données des États et via le cryptage sur WhatsApp. Et sur cette quatrième partie, c'est engager une dynamique de coopération pluriacteur multisectorielle avec comment diversifier, renforcer et articuler les partenariats en fonction des besoins. Donc, tout d'abord, le point sur l'approche pluriacteur qui se traduit par les institutions, les OSC, les équipes pédagogiques, les familles, les jeunes, etc. Surtout, le secteur privé peut également être inclus, à condition toutefois d'être régulé par les États et de ne pas répondre à une logique marchande d'éducation. En deuxième point, c'est une approche intersectorielle. Donc, ce sont les personnels, les centres de santé, les services du ministère des Affaires sociales, les comités de protection de l'enfant et puis du développement, et également acteurs éducatifs, autorités militaires et chefs de quartier, également des associations propriétaires avec des espaces physiques, des centres culturels également et de lecture. Et enfin, les partenariats à différents niveaux. Dans un premier temps, les familles, via la formation des parents, y compris aux activités psychosociales et de protection, les bonnes pratiques familiales de santé et de nutrition, et les communautés avec l'implication des leaders communautaires, centres de réadaptation, chefs d'établissement pour revoir des plans de soutien, et les autorités locales, déconcentrées et nationales avec les ministères, coordination préfectorale pour le soutien dans les préfectures avec les enseignants, des membres d'inspection académique également, directeurs d'école et ensuite collectivités, quartiers et les municipalités.
Merci pour cette présentation très dense. On va passer donc à la table ronde. Alors, je rappelle que si vous avez des questions là sur ce qui vient d'être dit ou sur ce qui va être dit lors de la table ronde ou sur le sujet globalement, n'hésitez pas à les poser donc, dans l'onglet Q et R, questions et réponses, qui est en bas de votre écran sur Zoom normalement. Alors, donc pour cette table ronde, ça y est, le suspense, c'est la fin du suspense. On a donc 5 intervenants qui sont présents aujourd'hui. Donc, Monsieur Serigne Mbaye Thiam, qui est vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation, ministre de l'eau et de l'assainissement et ancien ministre de l'éducation au Sénégal. Bonjour. Nous sommes aussi avec Philippe Lacoste, qui est directeur du développement durable au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous. Également Virginie Leroy, qui est directrice du département transition démographique et sociale à l'AFD, l'Agence française de développement. Bonjour et bienvenue. Et puis également donc Mariama Maïga, militante au Burkina Faso, qui a cofondé Youth Up OJL et Seed of Hope for Africa. Désolée pour l'accent. Et puis également Adja Saran Fofana, qui est donc en Guinée, trésorière de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation et secrétaire exécutive au sein de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. On a eu un petit souci avec l'intervenant qui est affiché, Monsieur Songoli, qui n'arrive pas trop à se connecter pour l'instant. Voilà, alors l'idée de cette table ronde, je vous le rappelle, c'est qu'elle soit dynamique, que la parole alterne entre chacun des intervenants. Ça va passer assez vite et ça va, je pense, être très riche. Du coup, encore une fois, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas et on y répondra donc dans un second temps. Voilà, dans un second temps, à la fin de ce webinaire. Alors, donc, l'idée de cette table ronde, c'est d'évoquer brièvement l'impact de la Covid-19 sur les différents systèmes éducatifs et puis d'aller assez rapidement sur la question des réponses qui ont été mises en place, des initiatives et des leçons qu'on peut tirer de tout ça pour plus d'équité, pour une éducation vraiment plus inclusive. Alors, je vais commencer en vous donnant la parole, Monsieur Mbaye Thiam, vous qui êtes vice-présidente du Partenariat mondial pour l'éducation. Quel impact pour vous a eu cette crise sur l'éducation, peut-être déjà au Sénégal? Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour saluer tout le monde, vous dire bonjour ou bonsoir selon les endroits où vous vous trouvez et vous saluer au nom du Partenariat mondial pour l'éducation, comme vous l'avez indiqué, qui a été un partenaire pour l'organisation de ce webinaire. Au nom de Mme Julia Gillard, qui est la présidente du Partenariat mondial pour l'éducation, et d'Alice Albright, la directrice générale, et de tous les membres du secrétariat. Je voudrais féliciter la coalition éducation pour l'initiative de cette étude. Je pense que les résultats présentés recouvrent tous les cas qu'on a pu trouver sur le terrain. Comme vous l'avez indiqué, même si j'ai passé plus de 6 ans au ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, aujourd'hui, je suis ici en ma qualité de vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation. Et bien sûr, peut-être je pourrais m'appuyer sur cette expérience-là de 6 ans, mais je suis passé au ministère de l'eau et l'eau était une denrée qui était importante pendant cette période de pandémie, dans les écoles notamment, parce que le lavage des mains était quelque chose qui était prescrit. Donc, il y a eu quelque part un continuum dans le secteur de l'éducation. Comme vous le savez, déjà avant cette crise de la pandémie, le monde était confronté à une crise de l'éducation à plusieurs niveaux. Crise de l'accès, parce que près de 250 millions d'enfants, surtout dans les pays à faible revenu, n'avaient pas accès à l'école. Et puis, crise de l'apprentissage, parce qu'il a été prouvé que dans les pays à faible revenu, jusqu'à 8 enfants sur 10 ne pouvaient pas comprendre une histoire simple à l'âge de 10 ans. Donc, il y avait une crise un peu de la qualité de l'éducation. La pandémie a déclenché une urgence éducative d'une ampleur sans précédent, parce qu'au plus fort de la fermeture des écoles qui était liée à la pandémie, près de 1,6 milliard d'enfants n'étaient pas scolarisés pendant cette période-là et n'avaient pas accès à l'école. Ce qui était donc une situation sans précédent à laquelle il fallait s'adapter. Et ce problème a été particulièrement aigu dans les pays à faible revenu,
qui n'ont pas toute l'infrastructure numérique, technologique, et qui n'étaient pas suffisamment préparés. Bon, j'allais dire, aucun pays n'a été préparé, mais plus encore dans les pays à faible revenu. Et cette situation, comme cela a été indiqué dans les résultats de l'étude aussi, ont touché les enfants qui vivaient dans des milieux défavorisés, et puis plus particulièrement les filles, parce que dans les pays en développement, les filles sont plus touchées par le décrochage scolaire. Et cette période où les enfants restent des mois sans aller à l'école est une période propice au décrochage scolaire. Face à cette crise, le Partenariat mondial pour l'éducation a fait preuve d'agilité et de flexibilité pour allouer un financement exceptionnel de 500 millions de dollars US pour appuyer ces pays. L'appui a concerné 3 domaines essentiellement. Il y avait l'équité, il fallait mettre en place des programmes d'hygiène, de soutien psychosocial, comme cela a été dit dans l'étude, et en donnant la priorité aux enfants les plus vulnérables, et notamment aux enfants handicapés. L'appui aussi a concerné un deuxième domaine qui était le domaine de l'apprentissage. C'était des initiatives d'apprentissage à distance, des fournitures de matériel d'apprentissage, des soutiens aux enseignants pour les cours à distance, ainsi de suite, et la résilience des systèmes éducatifs. Le troisième domaine d'appui, la résilience des systèmes éducatifs, et pour aider à la réouverture des écoles avec des programmes de préparation à la réouverture, de mise en place de masques, de mise en place de gel hydroalcoolique et puis de moyens pour que les élèves puissent aller à l'école dans des conditions qui respectent un peu les gestes barrières, la distanciation physique et puis les conditions d'hygiène. Je pourrais peut-être revenir sur des cas particuliers du Niger où on est intervenu, du Soudan. Je veux dire donc au total, c'est dans 66 pays en voie de développement où les financements du partenariat mondial sont arrivés avec un montant de 467 millions de dollars US sur les 500 millions qui avaient été alloués par le conseil d'administration du partenariat. Voilà pour une première intervention. La panoplie d'interventions que nous avons eues, bien sûr, le Sénégal a été touché, mais comme je vous l'ai dit, je parle de façon globale. Merci beaucoup. Alors, on viendra effectivement peut-être sur le cas du Niger et du Soudan, où il y a eu des initiatives qui semblent intéressantes. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être qu'on peut donner la parole à Adjoa Saran Fofana, si vous pouvez désactiver vous aussi votre micro, pour un petit peu parler peut-être en Guinée de l'impact qu'a eu la crise liée à la Covid-19 sur le système éducatif, sur les écoles, très concrètement. Alors, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Est-ce que... On ne vous entend pas, je pense, Madame Fofana. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Il y a un petit souci de son. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de vous entendre tout à l'heure, mais là, jusque-là, on ne vous entend pas. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on peut donner la parole alors à Mariama Maïga, qui est, donc vous êtes activiste au Burkina, et vous êtes évidemment sensibilisée aux questions d'éducation via votre engagement. Peut-être qu'on peut commencer par un petit point sur ce que vous avez constaté au Burkina sur l'impact de la Covid sur le système éducatif. OK. Bonjour à tout le monde. Et merci pour la parole. Et merci déjà pour le choix porté sur ma personne et pour participer à cette session d'échange. Et je tenais également à dire merci à Laïc, grâce auquel je participe justement à ce webinaire. J'ai la chance de participer de leur projet qui est dénommé donc Compétences pour demain et qui est mis en place dans environ 6 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina fait partie, et donc qui vise vraiment à soutenir les initiatives innovantes de jeunes. Alors, il faut dire qu'au Burkina, le Covid a eu de manière générale un impact dans tous les pays du monde. Ah zut, la connexion a été coupée, j'ai l'impression. Mariama, on ne vous entend plus. Le micro, il me semble, qui a été coupé. Ah, le micro a été coupé. Mariama, si vous pouviez le réactiver.
Bon, c'est le jeu des webinaires, il y a toujours des petits soucis techniques. Ah Oui. voilà, c'est bon, ça a été coupé, on ne vous entendait plus, Mariama. Ah, vous ne m'entendiez plus. Voilà, mais c'est pas grave, on peut reprendre. Vous pouvez reprendre de là où vous en étiez, oui. Ah, ok, d'accord. Donc, je disais que la COVID-19 a donc... On ne vous entend plus non plus là, Mariama. Zut. Ça, ouais, ça ne marche plus. Mariama, vous êtes là? Bon, en attendant que votre connexion revienne, Mariama, je propose qu'on donne la parole peut-être à Philippe Lacoste, si vous voulez réagir un petit peu à ce qui a été dit jusque-là, voilà, au début de cette table ronde, et puis à cette présentation qui nous a été faite. Alors, je voulais juste préciser qu'effectivement, suite à vos remarques, à vos questions, on va partager cette étude, ces premiers apprentissages, voilà, et que le rapport sortira donc en avril et pourra être partagé. Alors, Philippe Lacoste, voilà, est-ce que vous voulez un petit peu dire un mot par rapport à ce qui a déjà été dit? Est-ce que ça vous inspire? Bien sûr, ça m'inspire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense que la difficulté, en tout cas pour les pouvoirs publics, en cas d'une crise aussi majeure que celle de la pandémie, c'est d'arriver, je dirais, à gérer le court terme, hein, l'urgence, avec, je dirais, l'action de plus long terme. Et quelle action de plus long terme que l'éducation? Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre. Je donne toujours le même exemple. Je veux dire, si parce qu'on fait des actions centrées sur la lutte contre la Covid, on oublie la vaccination, on n'aura pas un résultat global de qualité, je dirais, à moyen terme. Donc, ce que j'ai apprécié, moi, dans l'étude, ça a été dit à plusieurs reprises et je pense que c'est essentiel, c'est l'approche intersectorielle. Alors, on peut appeler ça holistique, approche intégrée, mais ça me semble vraiment majeur. J'ajouterais peut-être la dimension territoriale. Je veux dire, les situations sont diverses et donc comment on peut arriver à résoudre localement avec l'ensemble d'une communauté une situation particulière en mobilisant à la fois les énergies, mais aussi les initiatives. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était bien couvert, en sachant qu'il y a dedans peut-être une source d'inspiration et aussi être, comment dirais-je, encouragé par les capacités de réaction ou de résilience, pour employer un mot allemande, face à une crise pareille. Merci. Alors, je crois qu'on a retrouvé Mariama Maïga. Je crois que sa connexion refonctionne. Vous m'entendez? Vous êtes là? Ouais, super. Alors, on peut reprendre peut-être rapidement sur la question de l'impact que vous avez pu constater, puis après, on en reviendra à une initiative à laquelle vous avez participé. D'accord. Donc, merci beaucoup, Dupio, et désolé encore. Voilà, donc je disais que l'impact, c'est au niveau mondial, mais surtout particulièrement dans les pays en voie de développement, et donc, dont justement le Burkina. Donc, depuis... Zut. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne veut entendre que cette phrase. La connexion a des problèmes. Bon, j'espère que ça va remarcher quand même d'ici à la fin de la table ronde. Virginie Leroy, vous qui êtes avec nous également, peut-être aussi comment vous réagissez à cette étude-là qui nous a été présentée et à ce qui a été dit jusque-là. Écoutez, je trouve ce travail absolument formidable. Il rejoint un travail que nous avons engagé de dialogue, notamment avec la société civile dans l'élaboration de notre future stratégie transition démographique et sociale. Et l'un des axes, justement, part de ce constat de fragilité cumulée qu'on nomme aussi intersectionnalité, qui va nous demander d'adresser en fait, les conséquences de la crise Covid et d'une crise qui va durer. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est une crise qui va durer, qui va continuer à déstabiliser les systèmes éducatifs, qui va aussi fragiliser dans la durée les populations, qui risquent en effet de décrocher. Et de décrocher selon pardon, juste je vous interromps, Madame Fofana, si vous pouviez éteindre votre micro. Voilà, pardon. Excusez-moi, vous pouvez reprendre Virginie Leroy. Oui, et une population qui va décrocher en effet selon une chaîne en fait de fragilité qu'il va falloir stopper. Donc ça, c'est ma première réaction. La deuxième réaction, c'est que ce travail ne peut être fait qu'ensemble avec les partenaires locaux,
avec, quand je dis les partenaires locaux, ce sont les autorités effectivement des pays, les ministères de l'éducation au niveau central, mais également le niveau déconcentré, les acteurs locaux que sont les ONG qui sont sur place auprès des communautés et qui peuvent mesurer en effet l'impact de la crise, ainsi que les communautés elles-mêmes. Je crois que ce travail partenarial, il nous invite à en effet mieux partager le savoir, et cette étude qui remonte du terrain fait prendre aussi conscience, en fait c'est la première étape d'un travail commun, conjoint, que vous lancez ici dans les pays dans lesquels nous intervenons. Et puis le troisième point, au-delà de cette analyse, c'est notre capacité à réagir en effet rapidement, ce qui n'a rien d'évident, comme vous le savez, dans le cadre de programmation qui sont en général et des cycles d'instruction de projets qui sont en général sur le long terme. Nous avons trouvé en 2020 cette capacité de réaction grâce à cette alliance avec le PME, grâce à un dialogue avec le ministère des Affaires étrangères. Et je remercie Philippe qui est là aujourd'hui parce que nous avons été en étroite collaboration tout au long de l'année 2020 pour pouvoir réallouer des fonds sur des projets existants, mais également pour pouvoir être force de proposition de des programmations qui n'avaient pas, en effet, prévu cette crise quand nous discutions à la fin de l'année 2019 sur cette programmation. Merci. Madame Fofana, j'ai l'impression que vous avez à nouveau accès au son et que vous pourriez vous exprimer. Est-ce que là, on peut vous entendre ? Ah oui, vous êtes avec nous, génial. Ah bah c'est super, c'est une belle nouvelle. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur les initiatives auxquelles vous avez participé en Guinée en réponse à cette crise de la Covid-19. Est-ce que vous m'entendez, Madame Fofana? Non, vous n'entendez pas? Bon, j'ai l'impression que non. Alors, peut-être, Monsieur Serine Bamtiaï, vous m'aviez parlé de la question du Soudan et du Niger. Peut-être qu'on peut préciser un petit peu quelles initiatives ont été menées dans ces pays-là en réponse à la Covid-19. Oui, effectivement, bon, à défaut d'avoir l'expérience intéressante qui s'était passée en Guinée, on peut prendre un autre pays du Sahel. Au printemps 2020, le Niger faisait partie des pays du Sahel qui étaient les plus affectés par la pandémie de la COVID-19. En mars 2020, le gouvernement avait décidé de suspendre les cours et cela a touché 3 700 000 élèves et 80 000 enseignants qui, du jour au lendemain, n'avaient plus accès à l'école. Et dans le cadre de ce financement d'urgence qui a été alloué par le Partenariat mondial pour l'éducation, décidé par son conseil d'administration, le gouvernement du Niger a réussi à faire une dotation de plus de 2000 écoles en kit de lavage des mains, à former des enseignants sur l'adaptation et les mesures en ce qui concerne la COVID, à élaborer et à mettre à disposition des supports d'apprentissage et dans toutes les disciplines pour les élèves de la classe de 6e et à faire une campagne de sensibilisation dans le cadre de la reprise des cours en septembre. Il s'agissait pendant cette période-là d'élaborer des modèles de messages de prévention de la COVID dans les écoles via la radio, des campagnes au niveau communautaire, puisque tout à l'heure, la présentation a montré que les leaders communautaires étaient extrêmement importants et à permettre la distribution de 75 postes de radio aux ménages les plus vulnérables dans le cadre de cette campagne. Ça, c'est un exemple d'intervention sur le financement qui a été alloué par le Partenariat mondial pour l'éducation au niveau du Niger. Au Soudan, l'accent a été plutôt mis sur la mise à disposition de matériel didactique adapté à la situation. Pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de ce qui a été fait au Soudan, mais c'est dire que ce type d'intervention, selon les besoins qui ont été exprimés par les gouvernements eux-mêmes et par les acteurs à la base,
du financement, d'un financement d'urgence du partenariat mondial a permis d'avoir aussi des mesures dans cette période de pandémie. Et alors, j'en profite, on a une question qui nous vient sur le montant du partenariat mondial pour l'éducation qui a été octroyé lors de la crise. Quel est ce montant? La première réunion du conseil d'administration avait décidé d'octroyer un financement d'urgence de 250 millions de dollars sur la base du premier arrivé, premier servi, les pays qui expriment. Mais après, on s'est rendu compte tout de suite, au bout de 15 jours, qu'il y avait un tel engouement, il y avait un tel besoin que le conseil d'administration a été obligé de se réunir à nouveau et d'augmenter ce financement et de le porter à 500 millions de dollars. Et à date, c'est 66 pays qui ont bénéficié de ce financement. C'était des financements qui variaient entre 7 millions de dollars et 15 millions de dollars pour des mesures d'urgence dans ce contexte de pandémie. Mariama Maïga, on va essayer de vous ravoir. Vous êtes avec nous? Non. Votre connexion fonctionne? Oui, on vous entend? Super. Alors, si ça vous convient, Mariama, on va aller plus rapidement du coup maintenant aux initiatives auxquelles vous avez participé, vous, sur le terrain, au Burkina. Ok, d'accord. Désolée encore. Et il faut dire que la COVID-19 est venue en fait renforcer un calendrier scolaire qui était déjà touché en fait par la crise sécuritaire. Et donc, comme initiative qu'on a eu à mener au niveau de l'association Seed of Hope for Africa, en partenariat avec un des volontaires de la Fondation mondiale pour l'alphabétisation, c'était vraiment de mettre en place des cours d'appui, voilà, pour les enfants déplacés. Voilà. Et on a essayé de faire une levée de fonds pour pouvoir inscrire au moins 200 enfants au niveau des différents établissements scolaires. Malheureusement, on a fait une première collecte et on n'avait pu inscrire seulement que 26 enfants. Mais on a essayé de négocier en fait avec les différents établissements pour pouvoir, pour que ces enfants puissent aller à l'école le temps que nous puissions venir solder en fait la scolarité. Ensuite, nous avons fait une seconde levée de fonds qui a permis d'inscrire 10 enfants. Maintenant, il faut préciser qu'on a dû en fait inscrire ces enfants dans des écoles privées parce que les écoles publiques avaient environnant, parce qu'il ne faut pas déjà qu'ils ont quitté un endroit d'insécurité qui était assez éloigné. Il fallait trouver un endroit assez proche en fait pour pouvoir les inscrire. Et donc, les établissements publics étaient déjà en sureffectif. Et donc, c'était difficile avec le COVID de pouvoir mettre plus d'enfants sur un table-banc. Sinon, le risque... À cause de la distanciation sociale, c'est ça? À cause de la distanciation sociale et tout. Et donc, par rapport à ça, je profite donc lancer même un appel à toutes les bonnes volontés qui aimeraient nous soutenir dans cette lancée, parce que ces déplacés sont là-bas, ils sont sur un site qu'on appelle Pazani, qui est un quartier périphérique qui est situé au nord de la ville de Ouagadougou, avec plus de 600 déplacés. Et donc, il y a certains enfants, et la première fois qu'on les a mis à l'école, et ensuite on est venu les chasser parce qu'on n'a pas fini de payer la scolarité, certains ne sont plus retournés en fait à l'école. Est-ce que vous voyez? Et ce que vous dites, c'est aussi à cause de la COVID-19, puisqu'il n'y avait plus de place dans les écoles publiques, c'est ça? Oui. Au niveau on est parti d'abord négocier au niveau des écoles publiques parce qu'on nous a dit que là-bas, il se peut que, vu la situation, ils acceptent prendre les enfants gratuitement. Alors, on s'est rendu là-bas et on s'est rendu compte que dans toutes les écoles périphériques qui étaient là-bas et qui étaient publiques, ils étaient déjà sureffectifs. Il y a au moins 4 à 5 élèves déjà par table-banc. Donc, vous imaginez, avec la COVID, ils ne peuvent pas prendre encore des élèves pour mettre dans ces classes-là. Mais dans les écoles privées, ils sont généralement 2 par table-banc, vous comprenez? Donc, avec la COVID, c'était mieux. Mais là-bas, le coût de scolarité est beaucoup plus élevé.
justement. Donc, c'est un peu ça. Et en tout cas, ce que vous dites, c'est que les enfants, les élèves déjà déscolarisés, déjà vulnérables, ont pu l'être encore plus vulnérables à cause de cette crise. Oui, tout à fait. On peut voir. Parce que vu que certains ont dû abandonner à un moment donné, parce que par manque de place et manque de financement, dû justement à la COVID, parce qu'avec la COVID aussi, les fonds d'appui sont restreints. Voilà, tout le monde souffre de cette crise et donc pour avoir des fonds, ce n'est pas évident. Voilà, et par manque de place aussi. Et donc, du coup, certains ont dû vaquer à d'autres occupations et soit aller au niveau des clubs PMUB, soit aller au marché pour chercher peut-être à vendre du lotus. Et certains se sont adonnés justement au banditisme, ce qui est dommage. Voilà. Merci en tout cas pour ces éclairages-là. Philippe Lacoste, on en vient peut-être à un point plus large, c'est quelles leçons on peut tirer aujourd'hui de cette crise, de l'impact qu'elle a eu sur l'éducation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de tout ça pour progresser? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Très bien. Bon, je pense que c'est encore un peu tôt hein, pour tirer leçon de cette crise. S'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir, c'est que ça va durer. Et ça va durer à cause des conséquences économiques et sociales. Alors évidemment, ça donne lieu, comme toujours, à ce que je disais tout à l'heure, à des nouvelles pratiques, des adaptations, des nouveaux instruments, des méthodes. Il faut essayer de faire coller le plus possible au terrain. En tout cas, pour nous, ici, Affaires étrangères, c'est clair qu'on retient que, comme les autres crises, ça accroît les inégalités, notamment ça touche de manière plus forte les populations les plus vulnérables, et donc nous devons cibler particulièrement notre action sur ces populations-là, ce que nous essayons de faire je dirais, en partenariat avec d'autres, et le partenariat mondial pour l'éducation a prouvé aussi sa capacité à s'adapter aux circonstances. Donc voilà, il faut qu'on apprenne collectivement de nouvelles manières et surtout qu'on s'efforce de ne pas laisser décrocher, c'est le terme qui a été employé, des populations, des groupes qui étaient déjà très vulnérables. Virginie Leroy, l'Agence française de développement a mis en place une réponse d'urgence à cette crise et puis réfléchit aussi évidemment à des solutions sur le moyen long terme. Est-ce que peut-être on peut en dire quelques mots justement par rapport aux leçons qui ont été tirées de tout ça pour l'instant, même si effectivement cette crise dure et qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ça? Alors, en effet, la première leçon, c'est qu'en effet, on ne peut répondre à une telle crise qu'en travaillant mieux ensemble. On l'a vu, hein, cette agilité à redéployer des fonds ou à mobiliser des fonds d'urgence a été essentiel pour pouvoir être aux côtés des pays dans leur plan de riposte. Le deuxième enseignement, c'est qu'il nous faut mieux connaître la réalité de terrain. Les enquêtes que vous avez pu mettre en place, le travail par exemple qui a été fait au Niger pour mieux cibler les territoires fragiles, les populations vulnérables a été essentiel pour pouvoir mieux répondre en fait aux défis de la crise. Le troisième enseignement qu'on en a tiré, c'est que dans cette crise qui dure, en effet, une réponse holistique ou intégrée est nécessaire. Et on a pu mettre en place, par exemple, des mesures en effet d'hygiène, de cantine scolaire, de soutien à l'alphabétisation des parents dans ce processus de continuité pédagogique, je dirais, d'urgence. On a également mobilisé en fait d'autres types d'instruments comme la protection sociale adaptative pour permettre aux populations les plus vulnérables de faire face au coût qui a augmenté, hein, au coût de la scolarisation qui a augmenté pendant cette crise, avec tous les autres coûts d'ailleurs qui ont augmenté puisque les prix alimentaires ont augmenté, le coût évidemment des soins également a augmenté. Donc c'est cette approche intégrée qui est nécessaire, je pense, maintenant pour adresser dans la durée l'impact de la crise. Et le quatrième enseignement, c'est que plus que jamais, il faut travailler à la résilience des systèmes éducatifs.
Et travailler à cette résilience, c'est mettre en place des outils de pilotage, des outils de planification. On a fait appel, par exemple, au pôle de Dakar avec l'IIEP pour pouvoir appuyer les gouvernements dans l'élaboration de leur plan de riposte, évaluer les besoins de financement associés pour pouvoir ensuite les mobiliser. Je crois que c'est important. Alors ça, c'est du macro, je dirais. Ensuite, on peut rentrer évidemment dans le cœur des activités à mettre en place. C'est mobiliser en effet tous les outils qui permettent d'assurer une continuité pédagogique. On a beaucoup rêvé du numérique. Il se trouve que dans de nombreux pays, on a également utilisé des méthodes qui étaient déjà en place, comme les radios communautaires, comme des supports qui sont beaucoup plus accessibles, parce que l'enjeu aussi dans cette crise, c'est tenir compte des inégalités d'accès qui ont évidemment augmenté. Cette fracture numérique s'est révélée au cœur de la crise. Les filles qui avaient décroché, qui sont pour la plupart du temps très occupées dans les tâches quotidiennes, quand elles reviennent dans leur famille, n'avaient plus le temps de se connecter. Donc une adaptation aussi des modes pédagogiques et une formation des enseignants, en effet, à cette nouvelle donne. Je crois que ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que cette crise, parce qu'elle va durer, nous apprend aussi qu'en fait, il va falloir apprendre à vivre avec des crises et que ces systèmes que nous avons appuyés depuis des années et des années ont toujours besoin d'être appuyés pour être beaucoup plus robustes, beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptables. Donc, on a deux défis. Le défi des conséquences de la crise, avec tous ceux qui ont décroché et qu'il va falloir adresser de manière particulière, de manière holistique avec tous les acteurs de terrain, et puis le défi d'adaptation des systèmes à ce bouleversement qui est un premier signal, je pense, de ce avec quoi on va devoir apprendre à vivre sur le long terme. Alors, on va bientôt commencer à prendre vos questions. Là, j'en vois déjà quelques-unes dans le chat. N'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres. On va essayer de joindre Monsieur Étienne Paulin-Songoli, qui n'avait pas réussi à se connecter au Zoom, mais qu'on va avoir par téléphone interposé, si je comprends bien, grâce à Léa. Alors, vous êtes avec nous, Monsieur Songoli, vous nous entendez ? Oui, très bien, je vous entends, je vous écoute. Super, génial. Je vous présente. Alors, donc, vous êtes vice-président sud du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation et délégué d'Afrique centrale pour le syndicat national des enseignants autonomes de Centrafrique. Donc là, vous êtes à Bangui. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire un mot, vous, des leçons que vous tirez de tout ça? Je salue toute l'assistance, mais je dis que je suis désolé par rapport à mon téléphone qui ne m'a pas permis de visualiser. Cependant, je démarre par répondre aux deux préoccupations, les deux questions. Et je dis que à la question, quelles leçons tirer de la crise éducative liée à Covid-19, je commence par dire que la pandémie de la Covid-19 qui succède au sida n'est pas moindre et a sévi sur toute la planète Terre. Aucun pays au monde n'est épargné, même les pays hautement riches sur les continents américains, européens, asiatiques, que sais-je. Elle a dangereusement impacté sur le secteur éducatif au plan multiforme, à savoir la perte en vie humaine dans le milieu enseignant, personnel de l'éducation et apprenant, la déscolarisation, la perte d'emploi, avec le corollaire la chute totale du panier de la ménagère des enseignants. Ainsi, parlons des leçons à tirer de la crise éducative liée à la COVID-19. Il y a, au premier point, le dysfonctionnement, la désorganisation, le changement brutal des systèmes éducatifs, tentative de la déscolarisation des apprenants accentuée
du côté des filles. La révision pédagogique en termes de ratio élèves-enseignants, en termes de curricula liés à la COVID-19, en termes de l'enseignement à distance, pratique qui ne peut s'opérer en Afrique, surtout en Afrique centrale, pour multiples raisons. Électricité, connaissance des outils informatiques, je vous ai parlé d'éthique, hygiène liée à la COVID-19, ou bien en général à mesures sécuritaires et sanitaires. La distribution des kits dans les établissements scolaires et universitaires. Voilà la première préoccupation, mais la deuxième qui dit que comment renforcer la résilience des systèmes éducatifs. Il dit que nous allons définir la résilience dans notre contexte ici comme capacité d'une personne ou d'une société à partir pour se renforcer. Faisons suite logique à la lutte contre la marchandisation et la commercialisation de l'éducation. Nos États d'Afrique, surtout l'Afrique centrale, où on trouve les pays les plus pauvres, les pays du tiers-monde ou encore les pays non alliés, il faut recommander à ces pays, à ces gouvernements-là, de procéder à la formation massive des enseignants de tous ordres, petite enfance, primaire, secondaire, technique et supérieure, afin de satisfaire la problématique de ratio parents, apprenants, enseignants. Et deuxième point, construire à suffisance les infrastructures scolaires. Je voulais parler de bâtiments, de bibliothèques, de documents adaptés au niveau des apprenants et aux régions. Et aussi promouvoir le développement des structures sanitaires et scolaires, d'où gestion avec les ministres en charge de la santé publique des taux annuels de naissance et de scolarisation des enfants afin de surveiller le taux annuel scolaire et dégager le taux des enfants à l'âge scolaire, mais non scolarisés. L'exemple de l'UNICEF à travers le monde entier est édifiant. Serait mieux édifié. Donc les États et les gouvernements au monde doivent prendre l'exemple de l'UNICEF pour contrôler la naissance des enfants par an et à l'âge scolaire. Combien sont scolarisés, combien ne sont pas scolarisés, pour en même temps vérifier l'évolution des enfants pour la société future. Voilà en gros ce que j'ai voulu partager avec les amis par rapport à ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Songoli. On est content d'avoir pu vous entendre. On va passer, si cela vous convient à tous et toutes, à des questions, puisqu'il en est un certain nombre déjà, et n'hésitez pas encore à en poser. Alors, il y en a pour vous, Mariama Maïga, qui sont plutôt adressées sur ce dont vous avez parlé. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a eu 600 personnes déplacées, notamment donc, ces élèves déplacés? Est-ce que c'était à cause du Covid? Mais il me semble que c'est plutôt pour des problèmes sécuritaires, mais peut-être que vous pouvez un petit peu nous expliquer rapidement. Et puis une autre question sur est-ce que ça ne serait pas plus simple pour ces enfants-là de créer des classes passerelles et de recruter 1 ou 2 enseignants pour leur faire classe? Vous m'entendez, j'espère? On vous entend. OK, merci donc pour la question. En fait, ce n'est pas 600 élèves déplacés, mais c'est comme Dupuis l'a dit, c'est plutôt 600 déplacés, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants. Et il y avait environ 210 élèves parmi justement ces déplacés. Voilà. Et
c'était dû à la crise sécuritaire plutôt. Maintenant, pourquoi ne pas penser à des classes passerelles, justement, ce à quoi actuellement on est en train de... l'initiative qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est vraiment de créer des écoles sous paillotes, en fait. Voilà, qui vont permettre justement à ces élèves-là de retrouver les bancs. Voilà, donc on est en train de voir la faisabilité justement pour mettre en place ces écoles sous paillotes-là et demander au ministère d'affecter certains enseignants à ce niveau. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci pour cette réponse-là. Une autre question qui nous est posée, et là, je ne sais pas qui parmi les intervenants a envie de répondre à ça. Quelles actions pour la prise en compte de la vulnérabilité des enseignants et enseignantes liées aux faibles revenus et au manque de ressources didactiques et pédagogiques? Voilà, effectivement, on a abordé rapidement la question des enseignants. Quelles actions pour leur venir en aide et pour prendre en compte pardon, leur vulnérabilité? Peut-être Monsieur Serine Baïtiaï, éventuellement, si vous avez envie de répondre à ça. Bon, je pense que du point de vue de mon expérience d'ancien ministre de l'Éducation, on ne peut pas avoir une réponse toute faite qui s'applique à chaque pays. Parce que chaque pays a en face de situations de ce genre des mécanismes pour essayer d'organiser un plan de résilience et le déploiement des enseignants. En ce qui concerne le Sénégal, je peux dire que lorsqu'il a fallu reprendre les cours, le gouvernement du Sénégal a organisé le transport des enseignants pour rejoindre leur lieu de travail. Parce que c'était dans une période où toutes les mesures de restriction des déplacements n'étaient pas encore levées. Donc, il fallait déplacer les enseignants et les amener dans leur lieu de travail en essayant de respecter des protocoles ça a été difficile de respecter parce que déplacer des dizaines de milliers d'enseignants pour qu'ils rejoignent leurs cours dans le contexte d'un pays où le transport, il y avait des restrictions sur le transport, était difficile. Mais ça a été, par exemple, une action du gouvernement du Sénégal pour le faire. Bon, certainement, il y a d'autres expériences ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons démarré la campagne de vaccination au Sénégal. L'accent a été mis sur le personnel de santé qui est en première ligne et sur les personnes de plus de 60 ans qui vivent avec des comorbidités. Et je pense que dans le cadre des doses de vaccins que nous allons recevoir dans les semaines à venir, le personnel enseignant aussi sera certainement pris en compte, mais qui répondent à ces termes-là. Bien sûr, dans la première période aussi, certaines autorités ont été concernées parce qu'il fallait que les autorités soient aussi en front office pour lever les suspicions qu'il y avait sur les vaccins. Et je pense que ça a beaucoup marché. Parce qu'au début, les gens disaient que les autorités n'ont qu'à d'abord se vacciner avant nous qu'on se vaccine. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, mais les autorités risquent de finir les vaccinations à force de donner l'exemple. Et justement, sur cette question de la vaccination, on a une question sur comment participer à la reconnaissance des enseignants comme étant en première ligne eux aussi, et donc aussi prioritaire pour la vaccination. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Oui, je pense que ça sera être reconnu, mais je pense que ce soit au niveau des enseignants ou bien des autres corps, parce que quand même il y a des données scientifiques que nous avons, je crois que... entre un enseignant, par exemple, qui a 20 ans, 25 ans, qui n'a pas de comorbidité, et quelqu'un qui n'est pas enseignant, mais qui a plus de 60 ans, qui a des comorbidités, il y a des arbitrages aussi à faire au niveau des pays. Bien sûr, c'est une question de priorisation et de planification. L'idéal, c'est que toute la population soit vaccinée, mais comme les vaccins sont rares, il y a une priorisation à trouver. Parmi les enseignants qui ont des comorbidités, les enseignants qui sont d'un âge assez avancé doivent, dans un premier temps, être pris en compte le plus rapidement possible. Ça aussi, je pense que tout le monde doit le comprendre.
On a également une question, alors là, qui peut peut-être s'adresser à vous, Philippe Lacoste, ou à vous, Virginie Leroy. Comment assurer les réductions des inégalités à l'accès à une éducation inclusive pour tous et pour toutes, en parlant de la mise en place d'outils d'apprentissage inclusif et du développement de compétences technologiques en l'absence d'une infrastructure de base, d'un accès à l'Internet, par exemple. C'est effectivement ce que nous rappelait Monsieur Songoli, dans des régions marginalisées, dans des établissements scolaires qui sont privés du minimum de conditions adéquates. Donc effectivement, comment gérer cette situation et faire en sorte que ces inégalités soient réduites. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de répondre à cette question? Là, vous nous mettez dans la pire situation. Je vais bien commencer, pardon, et puis Virginie complétera avec des exemples. Vaste question. Je crois que la réponse, elle est assez simple et il faut d'abord s'adapter au contexte local. Je veux dire, il n'y a pas une réponse, comme l'a très bien indiqué M. Thiam, il n'y a pas une réponse qui va correspondre, même à l'intérieur d'un pays, à toutes les situations. Et dans certains cas, c'est illusoire, effectivement, de proposer des cours en ligne lorsque les gens n'ont pas l'électricité. Et dans ce cas-là, il faut peut-être utiliser d'autres moyens. On a parlé de la radio. Donc c'est vraiment à travers les services essentiels qui sont disponibles localement ou qu'on peut essayer d'améliorer qu'il faut avoir une réponse. Mais Virginie aura certainement des exemples concrets à partager. Merci. Moi, cette question me fait penser à la réalité de certains territoires, certaines régions au Niger, dans lesquelles nous avons mobilisé grâce aux PME, mais également en concertation avec l'UNICEF, des moyens conséquents, puisque un programme a été lancé dès 2020 pour accompagner 2/3 des élèves sur la thématique de la continuité pédagogique, avec les moyens disponibles en effet, et en impliquant les comités de parents d'élèves, les comités de gestion, les enseignants, en accompagnant aussi les cadres du ministère et les enseignants dans l'apprentissage de ces nouvelles techniques à distance. Il y a eu des supports pédagogiques qui ont été mis en place, qui ont ensuite été diffusés, on l'a vu via des radios communautaires. Et puis aussi, et je pense que ça c'est un élément important, pouvoir préparer en fait les rentrées, puisque cette pandémie nous a touchés dès le mois de mars, et il a fallu aider le ministère de l'Éducation au Niger à préparer la rentrée 2020-2021. Cette rentrée, elle a été préparée par exemple en livrant aussi des kits permettant aux enfants et aux enseignants de se protéger, donc les masques, en organisant dans les écoles des points d'eau pour permettre le lavage des mains. Donc c'est toute cette approche en fait qui a permis, et comme le dit Philippe, au plus près du terrain et de la réalité de chaque région, de répondre en fait aux besoins. C'est difficile en fait évidemment alors je ne dis pas qu'à partir de ces enseignements, il est désormais important qu'on prenne du recul pour voir quelles sont les actions en effet que nous pouvons faire rentrer de façon plus systématique dans la gestion de la crise sur le long terme et la préparation aux futures crises. Et ça, c'est un enjeu que nous devons aujourd'hui adresser avec les ministères. On a également une question qui nous vient sur la formation des enseignants qui est centrale. Ne pensez-vous pas que la formation doit être ciblée, s'orienter sur une pédagogie de l'enseignement à distance, c'est-à-dire aider les enseignants à devenir autonomes et à adopter cette nouvelle pédagogie incontournable? Si nous nous contentons de l'utilisation des ressources, notre action ne sera pas pérenne. Peut-être, Monsieur Songoli, vous pourriez, si vous êtes toujours avec nous, répondre sur cette question-là de la formation des enseignants à l'enseignement à distance, qui semble important. Bon, je parlais des enseignements à distance pour dire que la République centrafricaine, qui couvre 624 000 km², avec 16 préfectures. Maintenant, l'électricité en elle-même sont jalonnées dans les grandes villes, les chefs-lieux des préfectures. Mais cette électricité laisse à désirer. Même à Bangui, l'ENERCA, qui distribue l'électricité, il le fait par secteur.
Si de midi à 18, un secteur qui prend massivement un certain nombre de quartiers est allumé, cependant les autres secteurs, les autres quartiers restent dans l'obscurité, restent sans électricité. Et par rapport à ça, même les salles de classe, ce sera difficile qu'il y ait l'électricité, pour ne pas parler des enseignements à distance. L'enseignant centrafricain en lui-même n'a pas appris à l'école normale l'éthique. Donc, sur le terrain, il se bat pour s'inscrire dans des ONG pour apprendre, mais ils ne sont pas nombreux. Et surtout encore, s'ils sont en province, quelle structure en province qui peut les former en TIC. Et puis, du coup, les enseignants et les enseignés, tout ce monde-là ne maîtrise pas les TIC et ne peuvent pas gérer les appareils Android. Et donc, même au Gabon, ce problème se pose. Au Gabon, ce problème des enseignements à distance s'est posé avec acuité. Le Cameroun essaie un peu, mais en le faisant, ce sera au détriment de certaines régions où l'électricité n'est pas arrivée et tout. Sinon, c'est à la capitale, il faut en parler, et puis les grandes villes comme Douala, la capitale comme Yaoundé, pour ne citer que ça. Au Tchad, c'est la même situation que la Centrafrique, les enseignements à distance. En parlant de la formation des enseignants, les gouvernements de ces pays dans la sous-région, l'Afrique centrale, expriment toujours le besoin de former les élèves maîtres, les professeurs de CG de lycée, mais quand ils sont formés, ils ne sont pas vite remis sur le marché d'emploi, c'est-à-dire être intégrés pour fonctionner dans les établissements. Pour cette raison que le capital manque pour payer les fonctionnaires, les trésoreries sont pauvres, c'est-à-dire que les rentrées des cotisations, je dirais cotisations, mais les rentrées de tous ordres, de l'argent dans la caisse de l'État pose problème. Pour le cas de Centrafrique, sur les 16 préfectures, difficilement le gouvernement a la même mise sur les 4 préfectures. Et toutes les autres préfectures sont dans la rébellion, sont contrôlées par la rébellion. À ce niveau-là, l'entrée des impôts, les fiscalités, l'entrée des trucs de recouvrement douanier se pose avec acuité, à tel enseigne que l'État en lui-même n'a pas la force pour payer les fonctionnaires qu'il peut recruter, qu'il peut intégrer. Et à ce niveau, les enseignants sont rares dans les établissements. Oui. Les enseignants sont même à l'âge scolaire, mais ne peuvent pas être inscrits à l'école pour raison de pauvreté, pour raison des infrastructures scolaires. Les bâtiments ne sont pas au nombre voulu, les professeurs non plus, les élèves sont nombreux. Et puis, il y a développement galopant des écoles privées en pêle-mêle, et les enseignants qui y sont, il faut vérifier leur connaissance en tant qu'enseignants. Et puis, qu'est-ce qu'ils enseignent s'ils ne sont pas sortis de l'école normale? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Quelle pédagogie qu'ils appliquent? Bon, c'est tous ces facteurs-là qui fragilisent le système éducatif. C'est ça. Et effectivement, merci Monsieur Songoli. Effectivement, c'est des choses qui reviennent pas mal dans les différents commentaires qu'on peut voir sur les questions, voilà, des difficultés à la fois donc du manque de formation, notamment sur cette question d'enseignement à distance, du manque d'infrastructures aussi qui peut revenir, aussi la question de la distanciation sociale qui peut être difficile à assurer dans des classes avec un grand nombre d'élèves. Malheureusement, on ne pourra pas aborder tous ces points-là dans le détail. On a une question et après on passera peut-être à la conclusion.
qui peut s'adresser peut-être soit à l'un de vous intervenants. Je vous laisse choisir. Existe-t-il une cellule qui rassemble les différentes compétences pour répondre à une approche holistique au niveau du GPE et au niveau de l'AFD, avec laquelle les acteurs terrain puissent se référer? Voilà, est-ce qu'effectivement, il y a une cellule qui... Peut-être ce que je peux indiquer, parce que le GPE a été cité et l'AFD, je pense Madame Leroy l'a indiqué tout à l'heure, au-delà de l'urgence, il faut quand même qu'on s'inscrive dans une perspective qui permette d'assurer la durabilité de la résilience des systèmes éducatifs et la durabilité du renforcement des systèmes éducatifs. Et il y a des interventions dans le cadre bilatéral. Pour que la connaissance que j'ai de l'exemple du Sénégal, l'Agence française de développement, la France intervient beaucoup dans le cadre bilatéral des projets que nous avons avec la France. Mais il y a aussi le financement multilatéral à travers le PME. Comme son nom l'indique, le Partenariat mondial pour l'éducation, ce n'est pas seulement un véhicule de financement, c'est un partenariat. Au sein du conseil d'administration du PME, nous avons les pays en développement, nous avons les pays donateurs, nous avons les organisations de la société civile représentées notamment par les enseignants, les organisations d'enseignants, nous avons les agences multilatérales, nous avons les fondations privées. Et c'est ce même partenariat au niveau mondial que le PME promeut aussi au niveau national, avec des cadres de dialogue sur les systèmes d'éducation qui regroupent les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les acteurs locaux, ainsi de suite. Et je pense que ce cadre de dialogue-là, pour par exemple les financements d'urgence qui ont été alloués, le PME a tenu à ce que ce financement et le programme adossé à ce financement puissent être validés par les groupes locaux des partenaires de l'éducation dans les pays. Et pour le cas du Sénégal, c'est l'Agence française de développement qui est agence partenaire pour les financements PME qui a organisé ce dialogue et qui a présenté la requête de financement. Donc, je parlais tout à l'heure de durabilité. Le PME en tant qu'organe de partenariat, qui est le seul fonds mondial exclusivement dédié à l'éducation, qui, en 2018, en février 2018, avait organisé sa campagne de financement au niveau de Dakar, coparrainée par les présidents Macron et les présidents Macky Sall. Et je voudrais informer que la prochaine campagne, conférence de reconstitution des fonds, se tiendra en juillet 2021 à Londres, en Angleterre. Et cette campagne est cette fois-ci coparrainée par les premiers ministres Boris Johnson et le président Kenyatta du Kenya, et ce qui montre ce volet partenariat entre le Nord et le Sud pour le financement de l'éducation. Ce financement, l'objectif est de regrouper 5 milliards de dollars américains pour les années à venir pour essayer de résoudre les questions d'éducation de façon durable dans les 90 pays en développement qui sont un peu membres du PME. C'est pourquoi je pense que votre coalition intervient dessus, d'autres aussi interviennent dessus. On est dans une perspective où tous les dirigeants du monde, tous les leaders d'opinion doivent se permettre de lever la main pour dire qu'ils appellent à un financement de l'éducation de façon durable. Virginie Leroy, est-ce que vous voulez répondre aussi sur cette question-là? Oui, et après, on va conclure. Je voulais compléter en effet les groupes locaux dans les différents pays, les groupes locaux de dialogue entre bailleurs de fonds, avec le PME, avec le secteur privé, la société civile sont essentiels. C'est dans ces groupes de dialogue que nous réussissons d'abord à mapper, en fait, à identifier les différentes interventions des uns et des autres, à les articuler. Et là, je dois bien saluer en fait la valeur ajoutée du PME. Qui, contrairement à d'autres interventions thématiques ou multilatérales, a dans son ADN, dès le début, cette volonté d'additionnalité et d'additionnalité conditionnée à une coordination entre acteurs sur le terrain. Je crois que ça, c'est essentiel parce que c'est un outil qui favorise la coordination, c'est un outil qui favorise aussi la continuité entre l'urgence, la gestion de la crise dans la durée et également la construction de capacités sur le long terme. Encore une fois, l'exemple du Niger avec un co-lead de l'AFD et de l'UNICEF montre bien qu'on peut travailler en articulation localement à ces continuums de réponses. Ensuite, au niveau institutionnel, je pense que le dialogue qu'on a aujourd'hui témoigne bien aussi de cette nécessité de continuer la réflexion
entre la société civile, entre des acteurs comme le PME, voire d'autres bailleurs de fonds, avec l'AFD, également évidemment avec le ministère, qui pourvoit également un certain nombre d'appuis, et notamment d'appuis conseils. Aujourd'hui, vous avez Expertise France, qui mobilise un certain nombre d'appuis techniques et qui aura vocation à continuer à mobiliser ces appuis. Il y a un certain nombre d'acteurs publics, je pense à France Expertise Internationale, qui également est au service et en déploiement d'appui. On a mobilisé par exemple le programme Apprendre en cofinancement avec l'AUF, qui permet de mobiliser justement des expertises en appui à la formation des enseignants pour traiter effectivement de la diversité de ces différents défis. Donc voilà, moi, je ne peux que remercier le PME parce que c'est un outil qui est précisément dédié et précisément qui pousse à la coordination, qui pousse à l'additionnalité. Alors évidemment, on peut faire encore mieux et le dialogue que nous aurons ces prochains mois et également en retour des leçons apprises de cette crise doivent nous permettre encore d'améliorer en fait notre articulation. Mais sans articulation, on ne relèvera pas aujourd'hui les défis que nous avons en face de nous. Et puis le dernier point, je suis désolée d'être un petit peu longue, sur cette approche holistique, en effet, là, nous sommes des spécialistes de l'éducation avec des institutions dédiées à la thématique de l'éducation. Je pense qu'on n'adressera pas cette intersectionnalité, en fait, ou ces fragilités cumulées sans remonter le dialogue également au niveau interministériel avec les ministères des Affaires sociales qui développent souvent leurs propres programmes en parallèle du ministère de l'Éducation et sans forcément les mailler. Alors, ils sont maillés de facto sur le terrain, mais ils ne sont pas pensés depuis le niveau interministériel comme étant maillés. Or là, cette réponse à la crise et cette crise qui va durer va nous amener à privilégier également un dialogue interministériel. C'est aussi le moyen, via ce dialogue interministériel, que nous arriverons à sécuriser le financement des politiques publiques. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, en effet, parce qu'il y a aujourd'hui, c'est la crise sanitaire. Demain, ce sera peut-être sur ces crises en domino, des crises alimentaires, des crises sécuritaires. Donc, il faut véritablement qu'on adresse tous ces défis au niveau interministériel pour sécuriser aussi les moyens à allouer. Merci pour ces... En effet, je vous l'ai dit, de participer à cette réflexion, à ce dialogue dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie que nous avons entamée avec vous et également de sa déclinaison ensuite. Merci pour tous ces éléments de réponse. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Je vous propose à chacun de vous 5 intervenants de faire un petit mot de conclusion très bref, si possible, vraiment juste quelques phrases sur un petit peu peut-être quelle action vous semble prioritaire aujourd'hui à mettre en place rapidement sur ces questions-là. Alors, on va peut-être pas parler de l'après-Covid tout de suite, mais en tout cas, dans les suites de cette crise-là, sur quelle piste vous ou votre institution vous allez travailler très prochainement. Voilà, peut-être en choisir une, ça peut être intéressant. Philippe Lacoste, peut-être, si vous voulez commencer. Voilà, je réactive mon micro avec plaisir. Alors pour nous, c'est très clair, c'est l'éducation des filles et géographiquement dans une bande soudano-sahalienne du Sénégal jusqu'à Djibouti. Voilà, c'est vraiment notre priorité numéro 1. Très bien, merci. Et Monsieur Thiam, est-ce que vous voudriez vous dire votre priorité ou l'une des priorités qui vous semble importante pour l'avenir? Actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, notre priorité, c'est de réussir une très bonne conférence de reconstitution des fonds parce que je pense que la crise est venue seulement exacerber et amplifier des vulnérabilités qui étaient sur le terrain. Et une façon de régler la question de la crise à long terme, c'est justement d'assurer une durabilité des financements de l'éducation. Les pays en développement font beaucoup déjà au niveau de leur budget interne, mais ce budget interne a des limites parce que l'expérience montre que 90% du financement de l'éducation est assuré par les budgets nationaux, mais la communauté internationale a besoin de se mobiliser pour cette additionnalité-là qui permet de faire face aux défis et qui permet de faire face demain
à d'autres crises parce qu'on est dans un monde en mutation et on n'est pas à l'abri de crises de ce genre, que ce soit sanitaire, que ce soit de catastrophes naturelles ou de crises d'insécurité. Donc, si je peux me permettre, comme c'est le slogan du GPE, je vais demander à tout le monde de lever la main et de demander aux dirigeants du monde de financer l'éducation. Alors, oui, on peut le faire effectivement maintenant si ça vous va. On avait prévu ça en toute forme, mais on peut le faire maintenant. Et l'idée, c'est de prendre une photo, voilà, en levant tous la main pour l'éducation. Donc, et si vous n'avez pas activé votre caméra, n'hésitez pas à le faire. Tout le monde met sa vidéo et lève la main, voilà. Voilà. Voilà, la photo est prise, j'espère. Voilà. Merci. Madame Leroy, est-ce que vous voulez dire juste, effectivement, vous, une des priorités qui vous semble importante? Alors, en fait, pour moi, il y en a deux. Il y a d'abord aider les pays, effectivement, à améliorer l'efficience de leur système éducatif parce que les moyens sont rares et donc il faut les allouer le mieux possible aux besoins, encore une fois, des territoires et des populations les plus vulnérables qu'il faut absolument raccrocher. Moi, je suis effarée de voir ces chiffres sur le décrochage et sur ces enfants qui ont quitté l'école. Et la deuxième priorité, c'est d'être plus forts ensemble, donc autour de coalitions d'acteurs. Le Forum Finance en commun a lancé une coalition pour les investissements sociaux avec la Banque du Conseil de l'Europe. Il faut se saisir de cette opportunité aussi de l'Europe de dédier 20% de ses financements dans la prochaine programmation aux secteurs sociaux. L'Europe a été peu présente sur le secteur de l'éducation. Je crois que c'est le moment, en effet, d'aller ensemble avec les ONG, avec le PME, évidemment avec le soutien du ministère, également chercher l'appui de l'Europe sur nos sujets. Merci. Monsieur Sangoli, si vous êtes toujours avec nous, est-ce que vous auriez quelques mots également pour conclure et vraiment, vous, une priorité qui vous semble importante? Priorité, surtout pour le cas centrafricain, je ne sais pas que ça peut s'élargir au niveau des pays, c'est que le gouvernement recense tous les enseignants, les enseignants normaliens qui ont fini leurs études et qui ne sont pas dans le système, qu'ils soient tous recensés et intégrés. Et je crois que ce dernier temps, le chef de l'État a mis un accent, une première solution qui est en train de s'installer. Il faut intégrer tout le monde. Deuxième priorité, les enseignants, il faut réviser le statut des enseignants, la grille indiciaire des enseignants, parce que cela est resté pendant plus de 2 décennies déjà que ces grilles-là ne sont pas révisées et le salaire reste maigre. Ça ne motive pas les enseignants. Ça, c'est les 2 priorités que le gouvernement centrafricain doit s'y atteler pour que les enseignants, une fois intégrés dans la quasi-totalité, puissent être affectés dans toutes les régions et prendre la formation des apprenants. Parce que quand tu arrives dans certaines régions, dans certaines écoles, je dirais des écoles de bourse ou des sous-préfectures ou des communes, soit tu trouves un seul enseignant ressortissant de l'école normale qui est appelé directeur, mais tout le reste, c'est des maîtres parents, des gens qui n'ont pas vraiment des connaissances requises, des connaissances pédagogiques pour tenir des classes pédagogiques. Et ce faisant, vous voyez le niveau des élèves qui ne reflètent pas là où ils sont. S'ils sont au CM2, ce n'est pas le niveau de CM2 qu'ils ont, mais c'est plutôt le niveau de CP2 ou le niveau de CE1. S'ils sont en 3e, ça ne reflète pas le niveau. C'est comme s'ils sont en 6e ou s'ils sont en 5e. Bon. Tout ça, c'est tout ce défi-là qu'il faut vraiment, pour le contexte centrafricain, ce défi-là, c'est vraiment à relever. Voilà ce que je peux dire et je vous remercie. Merci. Et Mariama Maïga, est-ce que vous voulez vous aussi dire quelques mots sur ce qui vous semble important à l'avenir?
Oui, merci Dupio. Pour moi, il y a deux priorités également. D'abord, pour une durabilité et donc une adaptation du système éducatif à la COVID, ce serait déjà de bien étudier l'alternative justement des cours à distance. Voilà, comme outil d'apprentissage, parce qu'avec le numérique, on s'est rendu compte, avec le Covid plutôt, on s'est rendu compte que le numérique jouait un rôle très important. Et donc, former non seulement les enseignants au cours à distance, mais également prévoir en fait un appui pour ce type de service d'apprentissage parce que il faudrait déjà pour les élèves qu'ils aient une radio ou une télévision pour pouvoir suivre ces cours et tout, voilà, ou de la connexion par exemple, voilà. Et la deuxième, je vais rester sur mon défi sécuritaire. Et donc, pour moi, aussi, l'une des priorités serait vraiment de soutenir vraiment les actions et initiatives des structures, voilà, qui se battent pour justement la réinsertion de ces élèves PDI-là, qui sont dans une précarité vraiment éducationnelle. Et nous savons tous que si on n'arrive pas à recadrer ces enfants, les conséquences seraient plus désastreuses. Et donc, au niveau de Seed of Hope for Africa, et en partenariat toujours avec le jeune volontaire ambassadeur de la Fondation mondiale pour l'éducation, du nom de Jules Armel Kima, qui a eu la très belle idée justement de mettre en place les écoles supérieures dont je parlais. Et on est en train justement de réunir les fonds et pour que ce soit une alternative pour tous les élèves déplacés. Et donc, je profite de lancer un appel justement en tant que société civile à tous ceux qui aimeraient justement nous accompagner dans la réalisation justement de cela, de se manifester. Et je vais laisser notre mail, ils pourront éventuellement nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et je laisse Sonia Vignolas conclure ce webinaire. Oui, merci. Merci à tous pour ces échanges. Moi, j'en retire quelques éléments forts parce que ça a été très riche. Et ce qui m'a frappée, ou en tout cas, je pense que quand on entend nos partenaires ou la société civile du Sud, on se rend compte à quel point la société civile est complémentaire de ce que peut faire l'État sur ces questions-là et que donc il est important bien sûr de dialoguer, mais j'ai envie de dire d'aller plus loin, d'aller dans la co-construction, parce qu'aujourd'hui les acteurs de terrain sont effectivement ceux qui sont les plus amènes d'amener des solutions locales, des solutions dans l'urgence, et que donc il faut que, et je pense que la coalition se lancera aussi dans ce défi d'appuyer aussi ce travail collectif de co-construction entre les pouvoirs publics et la société civile, notamment au Sud, pour améliorer l'accès, la qualité de l'éducation. Ça paraît des choses qui sont fondamentales. Et puis aussi, bien sûr, toute la question du décloisonnement qui est nécessaire pour prendre en charge toutes ces problématiques autour de l'éducation. Bien sûr, on le sait, on le voit, c'est encore plus présent aujourd'hui, plus prégnant aujourd'hui sur l'aggravation des inégalités et comment, en décloisonnant, on peut agir sur l'ensemble des conditions de l'éducation. Et je pense que ce sont des points qui sont déjà forts dans la coalition, mais ce sont aussi des points qui pousseront la coalition à se rapprocher des coalitions du Sud aussi, pour travailler sur ces sujets-là de façon plus collective et comment amener nos États à travailler de façon plus complémentaire avec nous pour assurer vraiment une politique de qualité dans les États. On s'en rend compte dans des États qui étaient déjà en difficulté auparavant sur ces questions d'éducation, qui le sont encore plus aujourd'hui, donc comment on va pouvoir travailler sur ces sujets-là. Mais voilà, je remercie vraiment tous les participants et tous les intervenants, vraiment merci pour ce travail-là. Merci aussi à Clémentine et à Léa, qui nous ont beaucoup, qui de toute façon portent toujours ces dossiers, ce sont elles qui nous permettent de mener à bien tous ces échanges. Merci.
Voilà, merci à vous. Je rappelle donc que l'étude vous sera partagée une fois qu'elle sera sortie en avril, que ces premiers éléments d'analyse qui ont été présentés vous seront partagés sous peu après ce webinaire. Donc, merci à tous pour vos questions et à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée à tous.